Je rencontrai Joseph Morder pour la première fois un soir de janvier 1976 à Paris, parmi les spectateurs d'une projection underground. Il n'y avait pas plus de 10 personnes pour assister à la projection d'un film d'avant-garde. Je me souviens très bien avoir engagé avec ce sympathique inconnu une conversation qui s'est prolongée après la projection sur la place Saint-Michel, jalousement gardée depuis les événements de mai 68 par les compagnies républicaines de sécurité, puis sur les bords de Seine en amont du fleuve. Bien que mon interlocuteur m'eût révélé avoir réalisé de nombreux films dans le format amateur Super 8, je ne le considérais pas cinéaste puisque je ne savais pas qu'il était possible de réaliser des films dans ce nouveau et pour moi méconnu format. J'ignorais qu'aux États-Unis et en France, des réalisateurs faisaient des films de long métrage en Super 8, dont certains venaient d'être gonflés en 35 mm. Cette idée de film en Super 8 dépassait mon imagination et mes capacités de compréhension. Je n'insistais pas trop dans cette conversation technique, préférant parler de mes occupations présentes. Nous nous dirigions tranquillement vers la gare de Lyon, où je m'apprêtais à prendre le dernier train pour Dijon, afin d'y présenter le lendemain la séance du ciné-club universitaire dont j'étais le programmateur. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais un nouveau Parisien et j'ai partagé encore mon temps avec la ville de mon adolescence, Dijon, où je m'occupais pour quelques mois encore de ces ciné-clubs. J'y montrais tout ce qui était novateur dans le cinéma, de Godard à Duras, d'Eisenstein à Keaton, de Garrel à Fassbinder, etc. Les programmes de cette séance étaient composés de Twice a Man, un des films préférés d'Andy Warhol, réalisé dans les années 60 par le cinépoète Gregory Markopoulos, et Hôtel Monterrey de Chantal Akerman, cinéaste dont on commençait à parler depuis que sa Jeanne Dielman, le film sortait en salle le lendemain, curieuse coïncidence, avait immortalisé le rituel d'une ménagère occupée dans son appartement. Je n'avais pas encore fini de prononcer le nom d'Hôtel Monterrey que Morder s'enflamma à l'annonce de ce titre, estimant que ce film était le meilleur qu'il avait vu depuis plusieurs années. J'étais surpris, non pas qu'il plaçât si haut un film de cette cinéaste, peu ou pas connu du public, puisque j'admirais ces deux dernières œuvres. Je tue il, elle et Jeanne Dielman. J'étais surtout surpris de rencontrer un authentique passionné qui n'était ni cinéaste. Enfin, c'est ce que je m'étais mis en tête. Ni critique de cinéma, ni organisateur de projection, ni militant d'organisation, groupe ou collectif de cinéma indépendant. En fait, il cumulait toutes ces fonctions. Après avoir poursuivi notre discussion, nous nous quittâmes sur un bord de Seine, heureux de prendre chacun avec nous un morceau de nuit et nous promettant de nous revoir. Nous nous perdîmes de vue pendant plusieurs mois et nous nous retrouvâmes par hasard dans un festival de cinéma à La Rochelle en juillet 1977. Joseph Morder y présentait pour la première fois en public son journal filmé en Super 8 mm, dont il fêtait les 10 années d'existence, 1967-1977, et dont la durée avoisinait déjà les 5 heures de projection. Entre-temps, j'avais découvert le film Super 8 dans de nombreux festivals consacrés au cinéma indépendant et dans les innombrables productions parisiennes alternatives. J'avais été conquis par les immenses possibilités qui s'offraient alors aux utilisateurs de ce format. À La Rochelle, je me délectais à la vision de cette tranche de vie, de ce fragment d'époque agitée et effervescente que nous offrait Morder. J'ai compris que le cinéma n'était pas plus bête que la littérature. Si cette dernière avait donné naissance à des journaux littéraires à la Léoto ou à la Joindeau, pourquoi le cinéma n'aurait-il pas été capable de faire de même et créer des journaux filmés? L'œuvre de Morder en apportait la preuve éclatante. Et c'est avec un plaisir certain et une impatience non dissimulée que j'acceptais, de retour à Paris, l'invitation du cinéaste à me présenter quelques-uns de ses autres films. Quand je les vis, j'eus
la confirmation que je venais de découvrir un authentique cinéaste. Quelque chose d'indicible m'attirait tel un fil invisible à ce film qui, mine de rien, touchait les points sensibles de tout un chacun. La force du vécu, auscultée au microscope par sa caméra Super 8. Et c'est également à l'occasion de la présentation de plusieurs de mes films dans les défenses cinéma Le Palais des Arts en juin 1978 et la remise par Morder lui-même du prix Morlock à mon film Cinématon que j'ai poursuivi le dialogue que j'avais noué avec ce cinéaste hors du commun. À partir de là, je m'intéressais de plus en plus à ses activités et à son travail. Je remarquais alors sa capacité et sa facilité à créer autour de lui des petits mondes dans lesquels il se réservait toujours le rôle de leader, de chef, à la manière d'un romancier qui, à loisir, manipule ses personnages. Morder se disait Morlock. Je ne comprenais pas tout à fait ce que cela voulait dire. Peu importe, j'ai commencé moi aussi à devenir Morlock. Comme ça, sans très bien m'en apercevoir. Qu'étaient les Morlocks? À en croire les cahiers du cinéma, c'étaient des sortes de beatniks à mi-chemin entre Ginsberg et Muna. La définition était bien vague et fort incomplète. Pour Télérama, c'étaient des empêcheurs détournés en rond. À leur contact, j'ai appris que les Morlocks étaient une race de cinéastes à part, préférant l'ombre à la lumière, la dérision au sérieux, le cinéma brut au cinéma léché, le non-conformisme au politiquement correct. Au départ de cette aventure, il y avait Herbert George Wells et son livre La machine à explorer le temps, magnifiquement adapté au cinéma par George Pal en 1960, où les Morlocks sont des êtres mi-hommes, mi-bêtes, des sortes d'hommes préhistoriques de temps futurs. Il y avait aussi Jean-Pierre Mocky et son humour corrosif. Il y avait Francis Blanche, le père spirituel Morlock, et au bout de la chaîne, il y avait Joseph Morder, inventeur dès 1969 de la tribu, puis en 1980 de l'Académie Morlock. Il faut savoir que, d'origine polonaise et né à Trinidad, Morder vécut ensuite sa jeunesse sous les tropiques de l'Amérique du Sud, avant de débarquer à Paris à l'âge de 12 ans. Fut-il victime de ces déplacements incessants à la manière du poète Fernando Pessoa, aux nombreux hétéronymes, qui très jeune fut déplacé du Portugal en Afrique du Sud pour revenir adolescent à Lisbonne? Ces voyages provoquèrent-ils, chez Morder, une dissémination de sa personnalité? Quoi qu'il en soit, dans ces années, Morder avait plusieurs hétéronymes. Derrière chacun d'eux se cachait un style et même une esthétique cinématographique différente. Lors des rencontres Cinéma en marche, à la porte de la Suisse, à Paris en 1978, alors que chaque cinéaste ne pouvait proposer qu'un seul film à la sélection du festival, Morder en présenta 7, qui furent tous sélectionnés, sous autant de noms différents, sans qu'aucune personne, ni ses proches, ni la direction du festival, ne s'aperçoivent de ces subterfuges. Bien entendu, les films signés sous l'estampille Morlock, bien qu'ils fussent collectifs, participaient également de cette saga hétéronymienne. Depuis, Morder a mis de l'ordre dans son moi. Le poids de l'expérience et une reconnaissance accrue de son œuvre lui ont permis de trouver sa vraie personnalité. Il n'est pas exclu de penser que la réalisation de son journal filmé, dont il a pris conscience de l'importance aux alentours des années 77-78, l'a confronté dans sa quête spirituelle et sa recherche cinématographique.